Et ben donc on continue avec donc deux sessions pour cet après-midi et donc on commence par la session 5 consacrée à l'essaimage et au maillage des initiatives citoyennes. Alors c'est une session un peu plus courte que les précédentes, mais voilà, c'est comme ça. Donc on va entendre successivement deux présentations du projet Écopiste. Donc c'est Anne Goudot qui fera l'intervention. Et puis après, le projet Excipient. Et donc là, je ne sais pas si c'est peut-être Claire ou Karim. C'est Laurence et après et moi. Ok, bon bah voilà, bah, j'en avais un sur deux. Ok, et donc c'est Alex Roy qui sera discutant de cette session, qui a accepté de le faire et donc que je remercie d'avance. Donc bah voilà, sans plus tarder, Anne, je te donne la parole. Je te ferai un petit signe quand il reste 2 minutes. Soit je te montrerai cette pancarte, soit si tu la vois pas, j'allumerai mon micro. D'accord, ça marche, ça roule. Super. Et Ok. bien, c'est parti. Voilà, c'est bon. Donc là, vous m'entendez? Oui. Ouais. D'accord, parfait. Bon, ben, bonjour à tous. Voilà, donc le travail que nous allons évoquer ici a consisté à étudier le maillage des formes et processus de vie alternatives à l'échelle d'un territoire rural d'une centaine de kilomètres carrés, situé en région de moyenne montagne, le pays du bord de Tarse. Alors, c'est pas la peine de chercher sur le web, c'est une appellation fictive pour un territoire qui existe bel et bien. Alors, cette motographie de maillage a été faite dans le cadre du projet Écopiste, sur lequel je ne reviens pas puisqu'il vous a été présenté hier par Agnès Vilchez. Donc, à noter que ce travail reste en cours et donc ces résultats ont un côté préliminaire. Alors, sur ces 15 minutes d'intervention, nous commencerons par un résumé des principaux enseignements que nous avons à ce jour tirés de cette étude. Et puis, dans un second temps, nous reviendrons sur des traits concrets du pays du bord de Tarse. Donc, qu'est-ce que nous avons appris à ce stade de l'étude? Eh bien, sur ce territoire rural, les formes de vie sociale alternatives, que par commodité nous qualifierons par la suite simplement d'alternatives, et donc sur ce territoire, les alternatives se sont fortement densifiées et diversifiées sur une cinquantaine d'années, au point qu'en vivant immergés dans ce maillage, on fait l'expérience au quotidien d'un monde autre, distinct du système ordinaire, tout en étant enchevêtré dans celui-ci par une multiplicité de liens. Ce monde alternatif territorialisé est une contestation en acte du capitalisme par ses luttes et ses militances anti-modernité de formes diverses, mais aussi par la fabrication de nouveaux modes de vie. Ceux-ci sont notamment fondés sur des relations très fortes à la terre et aux vivants, sur des pratiques de recherche d'autonomie, de solidarité et d'autogestion. Ce maillage alternatif dense pourrait relever du concept de maillage communautaire, notamment précisé par Arturo Escobar dans son ouvrage Sentir penser la terre paru en 2018. Et sa dynamique d'évolution pourrait relever du concept de rhizome développé par Deleuze et Guattari. Un autre enseignement de cette étude est de nature ontologique. L'ontologie, c'est la manière d'être au monde qui s'élabore par le fait même de la vie sociale, ou pour reprendre la définition qu'en a donnée Philippe Descola, c'est le mobilier du monde. C'est ce qui est présent dans le monde, un modèle de la façon dont les humains perçoivent des continuités et des discontinuités dans le monde. Au pays du bord de Tarse, la fabrique et le déploiement d'une manière d'être au monde relationnel, se différenciant clairement de l'ontologie dualiste du système ordinaire, apparaît un phénomène essentiel de ces formes et dynamiques sociales alternatives. Agi par cette ontologie relationnelle, les personnes font ce monde alternatif en bricolant des postures qui hybrident paysannerie et anarchisme en préférant le pragmatisme aux idéologies dogmatiques. Elles ressentent une crainte profonde du futur que forge l'évolution du système ordinaire. Majoritairement convaincues qu'il est trop tard pour éviter l'effondrement, elles cherchent à peser pour infléchir la trajectoire, mais surtout pour préparer l'après. Cette posture n'est pas une réaction de surface à la montée des thèses collapsologiques, elle remonte à des années. Et elle est à ce point intériorisée qu'elle est devenue partie intégrante de la vision du monde. Elle a donc peut-être quelque part une dimension ontologique. Enfin, nous avons observé au pays du bord de Tarse l'importance d'un phénomène d'itinérance dans l'évolution de ce maillage alternatif, et notamment au travers de la pratique du woofing. Le monde alternatif du bord de Tarse accueille, et jusqu'à un certain point absorbe, des personnes fuyant la ville en recherche d'émancipation, de refuge et d'engagement politique.
Ces circulations de personnes en itinérance jouent un rôle important dans la densification des lieux sur le territoire par un mécanisme d'essaimage. Nous sommes là devant un phénomène qui traduit l'ouverture des alternatives sur leurs environnements. Ouverture qui constitue la condition même de possibilité de cette forme d'essaimage. Au pays du bord de Tarse, on est donc très loin de l'autarcie. L'ouverture sur l'altérité se traduit par une tolérance à la différence, par une diversité dans les profils des personnes et par l'intégration régulière et facilitée des nouveaux venus. Cette tolérance est sans doute une des matérialisations de l'ontologie relationnelle qui s'élabore au pays du bord de Tarse. Elle a aussi à voir avec l'idée largement partagée que le changement des comportements passe par un processus d'émancipation des conditionnements qu'opère le système ordinaire, ce dont Agnès Vilches nous a parlé hier. En accueillant largement des personnes en itinérance, comme par exemple des woofers, en acceptant qu'ils soient différents dans leur manière d'être au monde et dans leurs convictions et leur compréhension, les gens du pays du bord de Tarse reconnaissent que chacun en est à son propre stade de transformation et doit trouver la trajectoire de bascule ontologique qui lui convient. Les gens de ce maillage alternatif créent ainsi les conditions d'une bascule ontologique qui procède d'une transmission non prosélyte, qui passe par le faire et qui n'attend pas de résultat. Alors avant de donner un peu de concret sur ce pays du bord de Tarse, quelques mots sur la manière dont nous l'avons exploré. Dans une première phase, 2 lieux de ce territoire ont été successivement ethnographiés par des woofings de plusieurs semaines, avec une attention portée sur le vécu des environnements depuis l'intérieur des lieux. Et puis dans une seconde phase, une étude de maillage à proprement parler a été réalisée avec en tout 2 mois d'immersion, en couplant observation participante et conduite d'entretien. En tout, 31 entretiens ont été conduits sur le pays du bord de Tarse. Alors, plus concrètement à présent, le pays du bord de Tarse, ça ressemble à quoi? Alors, tout d'abord, ce paysage, il a des limites spatiales. Les gens, pour le décrire, parlent de cercles, de bulles d'une centaine de kilomètres carrés, et ils évoquent 7 autres cercles avec des dynamiques comparables qui se développent plus loin sur le territoire et avec lesquels ils sont régulièrement en lien. Dans ce paysage, on distingue des alternatives avec des positions fixes dans l'espace, jouant des rôles connus de tous les gens du pays. Ces alternatives localisées constituent une sorte de structure physique. Outre les habitats individuels, on y trouve des lieux de production agroécologique, c'est dur à dire, tels que des fermes, des jardins partagés. On trouve des lieux de production artisanale, des lieux de points de vente en circuit court, des lieux de socialisation tels que des cafés associatifs, un lieu de formation à la construction de yurts, une école alternative et des lieux de vie à dimension collective. En fait, il y a 3 lieux de vie à dimension collective. Ces lieux de vie à dimension collective sont fréquentés régulièrement par la population alternative du pays et jouent ainsi également le rôle de lieu de sociabilité. Cette structure physique est animée pour bonne partie au travers d'une dizaine d'associations locales qui sont ancrées sur les lieux. Elle constitue une des modalités de coopération des gens du pays à l'échelle du territoire. En termes de forme de vie sociale, on va aussi trouver des associations qui n'ont pas d'ancrage sur des lieux fixes, comme par exemple une librairie itinérante ou une association qui organise un festival alternatif annuel, ou bien encore les groupes locaux d'associations militantes qui s'activent aux échelles départementales et nationales, comme par exemple Nature et Progrès. Alors sur les gens eux-mêmes, là on parle de 150 à 200 personnes sédentaires en moyenne, où toutes les classes d'âge sont représentées. Des néo-ruraux pour la plupart, les plus anciens étant arrivés dans les années 70. Une dizaine de personnes forment la cheville ouvrière de la dynamique alternative du pays. Ces personnes sont liées par des liens d'amitié, chacune étant en lien avec de nombreuses autres personnes qu'elles mobilisent dans les actions collectives. Ce groupe se renouvelle en partie au fil des ans, avec des formes de leadership qui favorisent la participation. L'ensemble de la population investit, enfin de la population alternative, investit et fabrique l'organisation sociale qui est ainsi impulsée. Et comme nous l'avons déjà mentionné, cette population sédentaire cohabite avec des personnes en itinérance qui séjournent temporairement dans le maillage alternatif, principalement dans les lieux à dimension collective. Pour l'essentiel des woofers, mais aussi des semi-nomades qui vivent en habitat mobile. Alors, qu'est-ce qu'on y fait maintenant dans ce maillage alternatif? Quelle est la nature de l'activité? Bien, on y produit, on y offre des services, on consomme,
mais avec des postures qui se démarquent de manière frappante de celles du système ordinaire. L'activité productive n'est pas mue par le désir d'enrichissement, mais par l'intention de vivre bien sans compromettre ses environnements, voire même en prenant soin de ceux-ci pour contribuer à leur résilience. Cela passe par un questionnement individuel et collectif sur le rapport entre consommation et nécessité. De quoi avons-nous réellement besoin, individuellement et collectivement? On cherche à agir et faire ses choix dans la conscience des conséquences de ses gestes sur l'environnement, comme l'a décrit Geneviève Pruvot en tant que pratique d'une démocratie du geste. L'activité économique qui en découle est suffisamment diversifiée pour qu'il soit possible de couvrir la majeure partie des besoins de subsistance et culturels sur le pays alternatif, une partie des besoins éducatifs et une partie des besoins de santé par le recours aux médecines naturelles et aux thérapies alternatives. Outre ces activités économiques et de subsistance, bon nombre de gens de ce pays sont engagés dans des activités militantes, avec deux stratégies distinctes. La première consiste à soutenir la densification du pays alternatif par l'impulsion de projets montés collectivement avec ceux qui s'y agrègent et en facilitant l'installation des nouveaux venus. Un groupe a par exemple travaillé sur un projet de monnaie locale, tandis qu'un autre est mobilisé sur la création d'écoles alternatives. L'autre stratégie consiste à agir directement sur le système ordinaire, par exemple en participant à des actions de sensibilisation ou de désobéissance civile. Les lieux de sociabilité et culturels sont autant d'espaces d'éducation populaire et de pratiques artistiques où s'élabore collectivement une pensée politique critique. Dans cette militance, l'activité nature et progrès locale est la plus intense, régulière et structurante dans la dynamique sociale. Et puis au pays du bord de Tarse, on s'accorde le temps du plaisir et on crée les conditions du plaisir pris ensemble, notamment par les fêtes, festivals et foires. La pratique artistique fait intrinsèquement partie des modes de vie au quotidien, agissant sur les lieux de vie et les espaces communs en les transformant. Revenons à présent sur la manière d'être au monde du pays du bord de Tarse. Démontrer en quelques minutes qu'elle relève plutôt d'une ontologie relationnelle que dualiste, c'est une gageure. Nous en avons déjà dit quelques mots dans l'introduction. Nous avons parlé d'un rapport différent à la consommation, d'une ouverture sur l'altérité, de tolérance, mais il faudrait aussi parler en termes de régularité dans les comportements expérimentés dans les interactions du quotidien, de la coopération, qui tient une place centrale dans les modes de vie, du rapport au non-humain, profondément différent. Il faudrait aussi parler du parti pris systématique de la confiance, du rejet quasi épidermique de la domination, de cette puissance d'agir bien plus importante. Là-bas, on agit facilement collectivement à partir des idées qui surgissent ici ou là. Et puis aussi de l'importance du plaisir et de la fête, de la place donnée à la célébration de la vie. Quelques mots à présent sur la diversité. Un aspect interpellant dans l'expérience vécue au pays du bord de Tarse tient dans l'intensité des interactions entre les lieux alternatifs et entre leurs habitants, par-delà une diversité saisissante. Cette diversité s'exprime dans les formes et les processus collectifs qui les font émerger, et notamment par les mouvances différentes du monde alternatif qu'elles traduisent. Que les alternatives se situent plutôt dans la paysannerie alternative, dans l'anarchisme avec des expériences libertaires et communautaires, ou bien dans le mouvement survivaliste, ou bien encore dans le mouvement des colibris, elles coopèrent étroitement entre elles sur tous les plans d'activité que nous avons précédemment décrits. Vivre et partager l'activité de ceux du pays du bord de Tarse, c'est ainsi faire l'expérience de mondes ayant leurs identités propres, ouverts sur leurs environnements au travers d'innombrables branchements, et notamment par la circulation des personnes en itinérance. Comme nous l'avons déjà souligné, cette façon de faire société à l'échelle d'un territoire évoque la notion de maillage communautaire mise en avant par Arturo Escobar. Pour finir, un regard sur la dynamique d'évolution. La structure physique du maillage mute rapidement par apparition, évolution et disparition régulière d'alternatives. L'arrêt d'une association, le délitement d'un collectif sur un lieu ne sont pas considérés comme des échecs, mais comme l'expression de l'impermanence du monde, les aléas d'une action collective basée sur l'expérimentation, auto-organisée et qui s'adapte à l'évolution des potentialités humaines dans le pays et à celle du système ordinaire. L'évolution se fait à partir de toutes les entités du maillage, de proche en proche, par alliance et branchement, avec de possibles passages d'une échelle territoriale à l'autre,
en fonction des opportunités et des obstacles rencontrés. La densification ne procède pas de mécanismes hiérarchiques, de lignes de subordination. Par ailleurs, comme nous l'avons évoqué, des maillages alternatifs comparables se développent en d'autres points du territoire, en connexion les uns avec les autres. La densification de l'un soutient la densification de l'autre, par échange de pratiques et solidarité diverses. Ces traits résonnent avec le modèle rhizomique de l'organisation sociale que Deleuze et Guattari ont proposé dans leur livre 1000 plateaux. Voilà donc dans ces très grands traits l'esquisse du maillage alternatif du pays du bord de Tarse, à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui. N'est-elle pas un peu enchantée? N'y a-t-il pas des tensions qui pourraient jouer un rôle dans cette histoire? Bien, ma foi, sur les quelques mois d'immersion passés là-bas, dans une attention aux régularités survenant dans l'expérience, les récurrences dans les tensions n'ont pas été flagrantes. S'il est question des situations d'élaboration et de réalisation de l'action collective, car bien sûr, dans leur vie individuelle, les gens souffrent de leurs passions amoureuses, peuvent ressentir des jalousies, se sentir las, fatigués de mener des combats. Je pense aux actions de désobéissance civile, par exemple, dont les incidences à terme ne sauraient être que très modestes aux yeux des gens de ce maillage alternatif, puisqu'ils sont dans leur grande majorité convaincus qu'il est trop tard pour éviter les catastrophes. La crise Covid est d'ailleurs ramenée à une étape parmi d'autres dans le processus d'effondrement. Les activités de militance amènent de l'expertise individuelle et collective sur l'état du monde, et la confrontation qui en découle avec la réalité peut être douloureuse. Le pays du bord de Tarse n'est donc certes pas un long fleuve tranquille. Mais dans les situations où s'élabore et se mène l'action collective, aucun motif de tension n'est apparu comme récurrent, aucun conflit n'est apparu bloquant dans l'action collective. Il en a été différemment dans d'autres lieux ethnographiés, se situant dans d'autres mouvances et d'autres territoires, où des tensions sur les enjeux de pouvoir évoqués hier par Agnès, par exemple, peuvent être des moteurs importants dans le travail du commun. Et cette dernière remarque va dans le sens d'une grande diversité des alternatives et des multiples combinaisons qu'elles opèrent entre elles. Diversité que ces gens sont vigilants à préserver. Et cette vigilance à préserver la diversité est peut-être un trait commun majeur, voire le trait commun majeur des mondes alternatifs. Voilà, et cette dernière remarque conclut mon intervention. Merci beaucoup, Anne. Timing pile poil. Eh ben, je donne tout de suite la parole à Karim et Laurence, du coup. Oui, le temps de charger la présentation. Alors, est-ce que ça... C'est bon? Là, je ne le vois pas trop. Non. Oui, non. Tu peux cliquer où il fallait. Pardon. C'est bon? Ouais, si tu peux la mettre en diaporama. Ah oui, bien sûr. Voilà. Comme ça? Non, c'est pas passé. Voilà. C'est bon? Ouais, super. Ok. Alors, je démarre mon chronomètre. Alors, on a un peu modifié notre titre par rapport au programme, parce qu'en fait, on s'est livré à un exercice un peu compliqué, d'où la difficulté à stabiliser le titre. Ce qu'on propose, c'est un essai de construction. On s'est mis vraiment dans la position d'essayer d'apporter des éléments de réflexion à la question commune du programme Sit-in à partir de nos terrains, mais bon, c'est un travail évidemment encore à poursuivre. Voilà. Alors, au démarrage du projet Excipient, notamment lorsqu'on a rédigé notre proposition collective de recherche, on imaginait que la question du maillage et sémage, ça serait vraiment un axe central sur lequel notre projet pourrait apporter des contributions. Et en effet, les terrains au début du projet laissaient entrevoir des potentialités intéressantes sur ces questions. Mais finalement, au moment d'organiser les résultats de nos 3 équipes, il nous a semblé que ce n'était pas la question sur laquelle nous avions accumulé le plus de résultats significatifs, parce que voilà, finalement, on s'est concentré beaucoup plus sur les questions d'attachement sensible et de mobilisation, comme on les a présentées hier. Et sur cette question de maillage et sémage, on était un petit peu perplexe. Et voilà, malgré les gros efforts qu'on avait déjà produits d'élaboration collective donc pour ce chapitre dans notre rapport, on était resté un peu insatisfait avec le sentiment de ne peut-être pas avoir tiré tout ce qu'on pouvait de la mise en perspective de nos terrains, notamment sur
cette question et sur le rôle des chercheurs. Alors, de manière peut-être un peu masochiste, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, on s'est lancé à nouveau dans un brainstorming collectif pour essayer de dégager quelque chose de nos terrains sur les questions de maillage et d'essaimage. Donc, paradoxalement, si nous avions l'impression de ne pas avoir bien saisi toutes les dimensions des processus maillage et essaimage sur nos terrains, ce n'était pas parce qu'ils étaient tellement denses qu'on ne pouvait pas en faire le tour, mais plutôt parce qu'ils étaient finalement discrets, en tout cas plus discrets qu'attendus, et qui se sont heurtés à des obstacles. On s'est dit que c'était finalement assez intéressant de proposer une analyse de ces processus de maillage et d'essaimage là où ils sont moins visibles et là où ils ont pu s'essouffler, s'éteindre, donc rencontrer des obstacles. C'est finalement une situation assez ordinaire. J'ai entendu dans les communications ces 2 jours plein d'éléments où ces questions n'ont pas été creusées sous cet angle par les équipes, en tout cas dans les communications, mais qui pourraient vraiment alimenter notre réflexion. Alors, en réfléchissant à cette question, à notre intention pour cette communication, je suis retombée sur les notes du séminaire Sit-in sur les grandes questions de recherche. Et il se trouve que notre équipe avait participé à la définition des grandes lignes de ce qu'on associait à l'idée de maillage et d'essaimage. Donc, j'ai repris les notes et je reproduis ici dans le schéma ce qu'on avait identifié donc, pour ces 2 termes. Donc, le maillage, ça renvoie essentiellement à des processus d'articulation et de mise en relation entre secteurs, entre domaines d'action, entre acteurs, individus, organisations ou entre des territoires ou des lieux. Alors que l'essaimage, ça reposerait plutôt sur une logique de reproduction, multiplication, adaptation, d'une initiative, d'une démarche, d'un savoir-faire qui est mise au point dans un contexte et reproduit dans un autre contexte similaire ou différent. Donc voilà, on a également identifié lors de ces moments d'élaboration collective le rôle d'intermédiation, des rôles d'intermédiation dans les processus de maillage et essaimage. Et donc ces rôles peuvent être portés par des personnes, mais aussi par des affects, des convictions et des liens à des lieux. Et dans cette communication, on se focalise sur les rôles de nos dispositifs de recherche et aussi on a intégré la question des temporalités. Alors, revenons un petit peu quand même sur une hypothèse très très générale, mais voilà, en fait, quand on pense à ces processus maillage et essaimage, une hypothèse commune, voire presque de l'ordre de l'idée reçue, voudrait que le maillage c'est ce qui permet le changement d'échelle et surtout, il devrait y avoir une synergie entre maillage et essaimage pour créer un effet d'entraînement vers la transition écologique. Et voilà, c'est ça qu'on voudrait interroger à partir de nos cas dans un premier temps. Donc, on a débouché sur une grille d'analyse constituée de ces 3 pôles, donc les processus de maillage et essaimage avec donc les éléments qu'on reprend qu'on a identifiés tout à l'heure. Ensuite, donc pour les temporalités, on considère que les dispositifs en fait qu'on a étudiés s'inscrivent dans des temporalités plus ou moins riches et longues sur ces questions écologiques, environnementales, alimentaires, ce qui influence nécessairement les possibilités et les formes de maillage et essaimage. Pour vous donner un aperçu, Claire Lamine, sur l'un de ces terrains, a reconstitué une chronologie qui remonte aux années 1980-90, sur laquelle on peut voir l'enchaînement d'événements constitués par des moments de débat citoyen autour de crises sanitaires, de projections de films ou même de la mise en place de politiques publiques avec parfois des débats entre professionnels et acteurs publics. Donc, on voit là qu'il en ressort un véritable millefeuille. Donc, cette temporalité longue, avant la mise en place du moment de l'enquête, du dispositif de recherche, ça joue pour nous un rôle central sur ce que l'on est en mesure d'observer dans le temps limité de la recherche et on doit bien entendu en tenir compte lorsqu'on cherche à évaluer les dynamiques, celles qui émergent comme celles qui rencontrent des obstacles. Et puis, donc ensuite, sur le rôle d'intermédiation, donc on a envisagé 3 grands types de rôles d'intermédiation
assez classiques, hein, le rôle de publicisation, mise en visibilité, le rôle de légitimation et le rôle de critique et réflexivité. Alors, on avait envisagé aussi un rôle de mise en relation, un quatrième rôle, mais comme on n'était pas, enfin, ça faisait débat, on n'était pas d'accord, il n'apparaît pas dans cette diapo. On l'a laissé de côté. Alors, ça débouche sur après avoir posé ces éléments de cadrage, donc on va poursuivre en développant 3 points. Donc, le premier point, on abordera les dynamiques de maillage et d'essaimage en nous appuyant sur les différentes temporalités et séquences pour mettre en évidence dans quelle mesure celles-ci se complètent ou sont disjointes sur les différents terrains. Le second point sera constitué par une analyse des relations entre ces rôles d'intermédiation et les processus de maillage. Et puis, le troisième et dernier point propose d'interroger dans quelle mesure les processus de maillage et d'essaimage observés contribuent à élargir ou renforcer la démocratie, peut-être pas la démocratie alimentaire en particulier, mais peut-être la démocratie en général, et la transition écologique. Alors, je vais commencer par un peu parler d'un terrain un peu plus en détail. On passera un peu plus vite sur les autres pour des questions de timing. Donc, au moment où on réfléchit à la réponse à l'appel à projet à Sitine, le quartier de Haute-Pierre se présente comme un terrain stimulant, d'une part parce qu'il s'agit d'un quartier politique de la ville qui a une histoire singulière au regard des pratiques jardinières, et d'autre part, il y a un collectif d'artistes et chercheurs qui est implanté depuis plusieurs années, qui nous fait part d'une dynamique qui associe habitants et associations. Il y a un four à pain qui vient d'être créé, qui est une réponse à l'absence de boulangerie dans le quartier. Une habitante cherche un local pour créer une champignonnière et ça pourrait créer une dynamique autour de ça. Donc, ça ressemble en fait à un fourmillement d'initiatives qui peuvent peut-être entrer en synergie, déboucher sur des changements plus importants dans le quartier. Et puis, le choix de ce terrain était aussi dicté par la volonté d'aborder la transition alimentaire autrement que par des actions d'éducation à l'alimentation, comme dans le volet justice sociale et alimentaire du PAT de Strasbourg, où les habitants des quartiers populaires sont enrôlés surtout sur la base d'un prétendu manque de savoir manger, manque de savoir éduquer. Donc, on va en reparler. Et donc, l'idée de cette recherche-action, elle se nourrit aussi d'une visée d'empowerment, de capacitation pour comment faire en sorte que les habitants des quartiers populaires puissent davantage prendre part aux discussions et aux décisions concernant l'alimentation en lien avec la transition écologique. Donc voilà, on met en place notre dispositif de recherche et puis dans son déroulement, le dispositif favorise un maillage entre les personnes, donc c'est des personnes du quartier, donc c'est un effet recherché par le dispositif, mais c'est aussi quelque chose qui a été demandé par les jardiniers. Et puis là-dessus arrive le confinement, donc ça met un gros coup de frein sur la dynamique, notamment pour l'élaboration de la cartographie, parce que comment on fait pour faire de la cartographie participative qui repose sur des réunions quand les réunions sont interdites. Voilà, donc autre moment de déroulement, sortie du confinement, là on a une surprise, et ben, en fait il s'est produit une sorte d'essaimage des jardins, puisqu'il y a de nouveaux jardins qui sont apparus en pied d'immeuble. Donc en fait on peut se dire que là il y a un essaimage auquel le dispositif d'enquête de recherche n'a rien à voir. Mais en fait, ces jardiniers vont venir rechercher notre groupe dans une démarche de recherche de légitimation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais évidemment, ce rôle de légitimation qu'on va endosser, il a pensé en lien avec les tensions qui peuvent surgir et voire des conflits. Alors, au bilan, certaines initiatives ne se sont pas développées, voire ont avorté, comme la champignonnière, et nous sommes encore loin d'un processus d'empowerment, d'augmentation de la participation sur les enjeux d'agriculture urbaine et d'alimentation dans le quartier, mais en même temps, c'est une observation à un temps T. Il y a de nombreuses perspectives de prolongement. Je passe la parole à Karine pour présenter les 3 autres terrains très rapidement.
Oui. Donc, nous sommes livrés au même exercice de mise en forme séquentielle pour les autres terrains sur lesquels on a appuyé l'analyse. Donc, le deuxième terrain que vous avez à l'image, c'est celui du projet de recherche-action, l'assiette et le territoire, qui s'articule dès le départ sur un groupe plénier d'environ 25 personnes qui mixent du monde de la recherche, associatif et collectivité territoriale. Donc, dans ce dispositif-là, on vise et on parvient à opérer divers types de maillage interorganisationnel, intersectorielle et aussi entre initiatives, par exemple en matière de restauration collective entre certaines communes. Dans son travail d'analyse, dans ce cas-là, sur la trajectoire du système alimentaire, sont analysés en particulier les processus d'essaimage et de non-essaimage pour des causes, par exemple, de rupture de financement. Et pour donner un exemple, il y a un projet très innovant de glanage social qui émerge et qui n'a pas pu être pérennisé justement pour ces raisons. Le cas suivant, c'est le cas de Mouansartou, qui est étudié par Martina Toscano dans sa thèse. Dans ce cas-là, on peut remarquer par exemple un fort investissement de la collectivité sur les questions d'essaimage et un dispositif de recherche dans cette thèse qui se voulait distancier et critique par rapport à ces réalisations et qui va déboucher par exemple à la fin sur des formes d'essaimage qui n'étaient pas prévues et pas intentionnelles avec des prises d'échange entre Martina Toscano et d'autres projets. Le dernier cas, c'est celui du forum dans le Bugey-Jura. On y observe des visées dès le départ sur certains types de maillage et certains types d'essaimage et on peut remarquer au fil des phases que progressivement, par exemple en matière de maillage, il y a des pistes qui vont être abandonnées pour des causes de tentatives infructueuses. Et par contre, en termes d'essaimage, on va avoir un rebasculement d'un essaimage de type démultiplication vers un essaimage, des réflexions sur un essaimage de type adaptation. Donc, sur tous ces cas, en première analyse, ce qu'on peut observer, c'est que les visées de maillage et d'essaimage dans ces différents cas ne se présentent pas dans les mêmes proportions et ne sont pas équilibrées dans les différents cas. Et leurs accomplissements, les réalisations en termes de maillage et d'essaimage ne sont pas toujours au rendez-vous et ne sont donc pas linéaires par rapport à ce qui était visé en début de processus. On retrouve aussi, vous l'avez vu dans les différentes diapos, les rôles de légitimation, de critique et de mise en visibilité du côté des dispositifs de recherche. Donc je laisse Laurence donner les pistes sur lesquelles ça nous a permis d'aboutir. Alors, donc voilà, concernant le premier point, on dégage 3 observations à partir de nos terrains. D'abord, sur la question des temporalités longues, courtes et des rythmes lents ou rapides. En fait, les processus de maillage et d'essaimage et de mise en visibilité résultent dans une grande partie de la densité des réseaux de relations construites dans des temporalités longues, ce qui peut permettre à des expérimentations, à des savoirs ou des retours d'expérience de circuler peut-être plus rapidement, mais en même temps, ça ne signifie pas qu'il y a un essaimage plus rapide. Donc ça, c'est aussi une piste de réflexion. Hein. En tout cas, ça suggère d'être prudent sur l'idée qu'un maillage interorganisationnel, par exemple, s'appuierait sur une articulation ce type de maillage interorganisationnel de ce réseau dense serait toujours un support propice à l'essaimage. C'est pas, c'est plus complexe et ça invite à creuser cette question. Deuxième point, c'est les résurgences. Donc en fait, on l'a évoqué, il y a le maillage, ça demande beaucoup d'investissement en termes de temps, c'est chronophage. C'est très énergivore, donc ça demande des moyens en animation, des moyens de soutien, ce qui explique qu'il peut y avoir un essoufflement ou même une suspension des expérimentations par moment, comme on l'a évoqué. Mais là, si on considère aussi le temps long, une expérimentation suspendue peut peut-être redémarrer. C'est évoqué d'ailleurs dans le cas de l'Ardèche. Donc, il peut y avoir résurgence. Et la question qu'on peut se poser, c'est si lorsqu'une expérimentation ou une initiative est relancée, est-ce qu'elle parvient à tirer bénéfice de l'expérience passée? Est-ce qu'il y a une forme de cumul d'expériences qui favorise un changement d'échelle? Est-ce qu'il y a un effet boule de neige? Et troisième point, en abordant nos terrains à l'aide d'une grille construite sur des séquences, ça nous a permis de nous rendre compte, de mettre en évidence comment s'adaptent les processus de maillage et d'essaimage dans le temps. Comment ils sont réorientés dans les stratégies d'action, que ce soit de la part des acteurs, comme un Mouansartou, ou que ce soit en concertation avec, au sein du dispositif d'enquête, dans des démarches participatives, comme dans le cas du Bugey-Jura ou à Strasbourg.
Donc, ça peut être ces adaptations, elles peuvent se faire en raison des échecs, mais aussi en raison des succès, en raison de la disponibilité de ressources, puis de leur contraction. Hein, et donc, voilà. Voilà. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails. Donc, sur le deuxième point, on peut repérer qu'il y a 3 types de relations entre terrain et dispositifs d'enquête. On peut constater que selon les contextes, ce ne sont pas les mêmes postures ou les mêmes rôles d'intermédiation qui sont mobilisés, ce qui peut avoir des effets sur les processus de maillage et d'essaimage. Premier cas de figure, il y a un enjeu partagé entre chercheurs et acteurs autour de l'essaimage et maillage, ce qui induit une posture ou un rôle d'intermédiation de type légitimation, mise en visibilité. C'est l'exemple du démarrage du dispositif d'enquête à Strasbourg, où il y avait cette volonté de mettre en visibilité les initiatives qui est aussi une forme de validation et de soutien à ces initiatives, qui, dans un deuxième temps, s'est transformé a permis d'appuyer un maillage interpersonnel. Deuxième cas de figure, c'est celui où le maillage ou bien l'essaimage est un processus recherché explicitement par les acteurs. C'est le cas pour le maillage du Bugey-Jura et pour l'essaimage de Montsartou. Dans les 2 cas, le dispositif de recherche prend alors une posture plus analytique critique qui suscite la réflexivité, notamment dans une démarche participative comme pour le Bugey-Jura. Et puis, 3e cas de figure, c'est le cas où les processus de maillage et essaimage ne sont pas en effet visés par le dispositif d'enquête ou par le chercheur, mais ce dernier se trouve d'une certaine manière impliqué dans une dynamique de maillage ou d'essaimage. C'est ce que nous avons évoqué avec le cas Montsartou, où la chercheuse a été sollicitée pour une possible réplication de l'expérimentation ailleurs, donc en fait, où elle se retrouve impliquée finalement dans un processus d'essaimage. Alors, pour finir, si on croise, en prenant 2 cas, celui de Bugey-Jura et Montsartou, on a ça permet de dégager des choses contradictoires et intéressantes. À partir du Bugey-Jura, l'essaimage apparaît comme présentant davantage de garanties de démocratie parce que les phénomènes d'essaimage observés se situent à une échelle locale, donc à la portée des citoyens. Et alors que les pistes d'essaimage, de maillage qui avaient été envisagées, imaginées, se sont traduites plutôt par des formes d'institutionnalisation, un encastrement dans des institutions qui avaient pour effet plutôt de limiter l'engouement, la participation, et puis qui échappaient un peu à la maîtrise des citoyens. Donc, dans ce cas-là, il semble que le maillage allait à l'encontre de la démocratie, et que la démocratie était davantage du côté de l'essaimage. Alors, l'essaimage, on pourrait reprendre là aussi l'image, la notion de diffusion rhizomatique de Deleuze et Guattari, donc avec cette idée que l'essaimage, finalement, ça serait davantage propice au renforcement de la démocratie parce qu'il y a cette proximité, il y a une participation créative. Mais si on prend le cas de Montsartou, là, on relève un processus différent en fait, parce que les acteurs centraux, la municipalité qui est porteur de l'innovation, de l'initiative, étaient très investis, ont produit beaucoup d'efforts dans l'essaimage, un essaimage même à l'échelle nationale et européenne, mais ce fort investissement dans l'essaimage se fait au détriment de l'investissement dans l'implication et la participation citoyenne au niveau local, qui fait que dans un deuxième temps, les acteurs ont réinvesti ce maillage en interne et au niveau local pour reconstruire, redensifier, retisser les conditions de la démocratie au niveau local. Alors, plus généralement, on observe que les 2 dynamiques maillage et essaimage sont distinctes et ne se combinent pas, en tout cas pas sur nos 4 terrains. Alors, on peut se poser la question, est-ce que
par rapport à notre hypothèse, hein, si on avait posé au départ que la transition écologique, pour qu'elle se réalise, il faudrait que les deux soient combinés. Alors voilà, qu'est-ce que ça signifie? On ne les observe pas. Est-ce que ça signifie que c'est un échec, que ça n'aboutit pas? Donc, on a vu le maillage étroitement associé à l'institutionnalisation, cette idée que voilà, ça réduit finalement l'expression démocratique. Mais cette idée que le maillage réduit l'expression démocratique, est-ce que ça n'est pas finalement assez réducteur? Est-ce que la question, ça n'est pas plutôt celle de la gouvernance des maillages, qui renvoie finalement aux questions qui ont été traitées un peu dans la session précédente? Et à travers voilà, la mise en perspective de ces cas d'études, on n'apporte pas de réponse précise sur la bonne combinatoire entre maillage et sémage. On propose juste quelques pistes possibles pour un début de théorisation, enfin voilà, quelque chose d'assez préliminaire, qui évidemment ne peut pas s'en tenir à nos seuls terrains. Et ce qui serait vraiment intéressant, ce serait de pouvoir enrichir ce cadre et ces analyses à partir des travaux des autres équipes et des autres cas étudiés dans ce site. J'ai entendu plein de choses qui viennent à la fois nourrir notre analyse et la bousculer aussi, montrer les limites. Donc voilà, on propose de lancer une discussion là-dessus. Merci beaucoup. Merci Laurence et Karim. Je vais donner la parole à Alex Roy qui a accepté d'être discutant de cette session. Voilà. Oui. Vous m'entendez? Ouais, super. Bonjour à tous. Donc Alex Roy, je travaille au ministère de la Transition écologique, à la direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis aussi chercheur associé au laboratoire EVS Rive à Vaux-en-Velin. Et bon, j'ai un projet de recherche-action participative avec la MSH de Dijon qui porte sur la transition et je vous décris pas le projet, mais effectivement, il y a un axe de travail sur la question de l'essaimage et du maillage des initiatives. C'est pour cette raison qu'on m'a proposé d'être discutant. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, alors par rapport à ce qu'on fait avec la MSH de Dijon, nous, on s'intéresse à l'essaimage, mais à partir d'une enquête par entretien de porteurs de projets d'initiatives citoyennes et associatives à l'échelle de la région. Donc, on a un niveau un peu plus haut en termes d'échelle. C'est que là, on avait plutôt des démarches un peu ethnographiques. Alors, surtout la première, et j'ai la sensation que la deuxième s'appuie aussi sur de l'ethnographie. Bon, c'était très dense, surtout la deuxième. Alors je vais peut-être faire des mauvaises interprétations dans ce que j'ai pris en note, mais j'avais la sensation que du coup, ce qui était intéressant entre ces deux interventions, c'est qu'on avait deux mondes un peu différents. Alors, on a pu le voir dans d'autres interventions aussi. La première était très axée sur un milieu alternatif militant, altermondialiste, on va dire, ou anticapitaliste, et puis l'autre un peu plus sur un milieu associatif citoyen proche des institutions. Et puis on repère finalement sur cette notion de maillage de plusieurs modalités, j'ai l'impression, un maillage plus diffus. On a entendu invisible aussi, informel peut-être, sur un maillage de ce qui fait collectif, cette circulation finalement des individus sur ces échanges, sur la vie sociale et comment tout ce fourmillement et ces rencontres peut influer sur la circulation des pratiques, mais aussi des idées et des manières d'être au monde. Dans la première intervention, on a pas mal parlé de... tu avais dit qu'il y avait une intériorisation même du maillage, si j'ai bien compris, donc qui sont fondées sur des valeurs, je pense, sur la coopération, l'ouverture, l'expérimentation. Donc il y a un maillage un peu informel. Il y a un maillage aussi interne, j'ai l'impression, à l'échelle d'une initiative ou d'un milieu, comment à l'intérieur ça se densifie, puis un maillage plus externe où
où on se connecte avec l'environnement immédiat. Et puis, on a un maillage peut-être plus stratégique, si je comprends aussi un peu le deuxième intervention, où il y a des acteurs aussi qui se donnent pour mission de mailler et d'essaimer. Donc on a deux maillages, et puis il y a une notion c'est un maillage qui est très territorialisé, j'ai la sensation dans les deux interventions. Même si dans la première, j'ai la sensation qu'il y a peut-être quelque chose de déterritorialisé avec ces nomades. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, est-ce qu'il y a des acteurs, donc il y a ces acteurs stratégiques qui se donnent pour mission de mailler et d'essaimer, mais est-ce qu'il y a ces acteurs aussi, ces nomades qui sont des essaimeurs informels de pratiques? Et plus globalement, du coup, je me pose la question sur quels sont ces acteurs qui maillent et qui essaiment. On observe quand même qu'il y a un essaimage, on voit qu'il y a des démultiplications d'initiatives. On voit qu'il y en a qui se cassent la gueule aussi, mais qui finalement est à l'œuvre dans cet essaimage. Et dans cet essaimage stratégique, donc ces acteurs qui se donnent pour mission d'essaimer, si j'ai bien compris la deuxième intervention, ça reposait beaucoup sur le maillage quand même. Il y avait cette mise en lien d'acteurs et c'est territorialisé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des pratiques d'essaimage qui sont moins qui sont pas fondées sur le maillage finalement, qui sont peut-être la diffusion de pratiques ou de communication, les pouvoirs publics aussi qui font partie de ces acteurs de l'essaimage avec les appels à projets, une forme d'institutionnalisation ou de normalisation, de formatage des initiatives, mais qui est une forme d'essaimage aussi finalement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je me suis questionné aussi tout le long sur les raisons finalement qui motivent au maillage. Qu'est-ce qui fait que les gens maillent finalement? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est une pression à pas rester isolé pour aller à l'encontre finalement de l'adage du bocal local et ce truc qu'on ramène quand même souvent on rappelle ça souvent et que cette valeur d'ouverture du coup vient mettre une pression est-ce qu'il n'y a pas une pression aussi à se mettre en lien, voilà. Et du coup est-ce qu'il n'y a pas aussi un moment pour mailler, un moment pour essaimer? Est-ce qu'il n'y a pas aussi est-ce que l'entre-soi a pas aussi une valeur à un moment donné pour consolider l'initiative avant de s'ouvrir et avant de mailler, avant d'essaimer? Est-ce qu'il n'y a pas ce temps aussi de la consolidation entre acteurs? Et puis peut-être pour terminer sur une ouverture, pour revenir sur la différence entre les deux interventions, c'est sur cette histoire de maillage entre les deux mondes finalement. Il y a un monde militant d'un côté et un monde plus associatif, citoyen. Est-ce que ces deux mondes dialoguent entre eux? Est-ce que dans vos terrains, là, vous avez dans le terrain plus militant, est-ce qu'il y a aussi des connexions avec les associations plus institutionnalisées ou avec les pouvoirs publics également? Et puis de l'autre, est-ce que il y a des militants plus radicaux qui participent dans ces initiatives plus associatives entre finalement ce monde qui vise une transition assez radicale et puis peut-être l'autre qui vise une transition plus pragmatique ou pragmatopique comme on a entendu ce matin? Est-ce qu'il y a des zones aussi, des endroits où cette connexion se font? Je pense peut-être aux marches pour le climat, des endroits comme ça où le maillage se fait aussi entre ces deux mondes. Voilà, et puis des trajectoires d'individus aussi certainement dans ces nomades ou dans ces j'avais vu une étude aussi sur des militants de la décroissance qui se désinvestissent du milieu militant pour s'investir dans une initiative locale. Est-ce qu'on a aussi l'effet inverse peut-être des porteurs d'initiatives institutionnalisées qui par frustration par rapport à leur rapport au pouvoir public se désinvestissent de là pour aller vers des modèles plus radicaux? Voilà. Merci beaucoup, Alex, pour tes commentaires.
Et ben voilà, je propose que Anne, Karim ou Laurence, vous réagissiez dans l'ordre que vous voulez. Je profite du fait d'avoir la parole pour vous indiquer qu'il y a aussi, notamment pour Anne, je crois, plusieurs questions qui sont écrites dans le chat. Donc, si tu veux en profiter pour y répondre. Ok. Bah voilà, je te laisse la parole. Ok, bah, du coup, je veux bien commencer, oui. Donc, merci pour toutes ces questions. Donc, il y en a pas mal. Alors, vous disiez que peut-être au travers de ma présentation, finalement, ce maillage apparaissait plutôt invisible et informel. Là, je voudrais un peu préciser ça parce que je dirais qu'au contraire, il est plutôt assez visible. Il est à la fois visible dans le système ordinaire, puisqu'il entretient de nombreux liens, je dirais, avec le système ordinaire. Alors, dans une des 2 bourgades de ce pays, par exemple, il y a un festival annuel qui est organisé au cœur d'une bourgade, par un terrain qui est prêté par la municipalité, qui est pourtant très à droite. Donc, il y a tout à fait des relations qui sont établies, régulières, entre ce monde alternatif et je dirais la municipalité, en tout cas l'échelon municipal. Le maire vient à ce festival, on y voit des choses tout à fait étonnantes. On va trouver au bar les aînés du quartier avec leur bière et discutant avec des punks, par exemple. Donc, tout ce que j'ai raconté sur l'ouverture se matérialise en fait dans ces moments collectifs qui sont ouverts au grand public. Voilà, il est aussi très visible d'un certain nombre d'endroits où on milite au niveau national. Les groupes militants qui se sont constitués sur ce territoire, je pense par exemple à l'association Nature et Progrès, je pense à la FEN, à la FNE, je pense, enfin des associations militantes écologistes, où les groupes actifs sur ce territoire sont représentés et du coup viennent amener leur pierre, leur contribution au niveau départemental, régional, national. Donc il y a une forme de visibilité, en fait, je dirais, et des contributions qui sont bien identifiées de l'extérieur de ce monde alternatif. Ensuite, sur la question de l'intentionnalité, enfin des motivations, en fait, il me semble qu'il y a une démarche très intentionnelle. Les personnes qui sont là témoignent d'une volonté qui les a amenés là, ou en tout cas qui s'est très vite installée pour eux dans cette vie dans le monde alternatif, de changer le système ordinaire. Et du coup, il y a une détermination et des actions tout à fait concrètes pour que ce monde alternatif contribue à la transformation sociale, je dirais, de plein de manières. Donc, j'ai expliqué qu'il y avait une voie qui était de densifier en fait ce monde alternatif, ça c'est une première voie. Puis, il y en a une deuxième qui est de participer à des actions de désobéissance civile. Par exemple, aujourd'hui, il y a un projet de construction d'une 4 voies qui doit passer par un territoire avec une très belle biodiversité. Et du coup, il y a une action, les gens se mobilisent dans ce monde alternatif pour occuper ces terres et résister. Donc voilà, donc en termes de motivation, donc il y a cette volonté délibérée en fait, c'est des formes d'action politique. Et puis je dirais aussi que si en fait ça se passe, c'est aussi parce qu'il y a cette ontologie relationnelle. C'est-à-dire que dans cette forme d'engagement politique, il y a la volonté de mettre la relation humaine au centre de la vie, avant l'enrichissement, avant le confort matériel, avant ce qu'on connaît bien dans le système ordinaire, et que ça fait que les relations s'établissent très facilement entre alternatives, mais aussi entre personnes de ce monde alternatif et des personnes qui sont dans le système ordinaire et qui sont intéressées par ces alternatives ou qui viennent y circuler plus ou moins longuement. Donc, il me semble que ça, c'est les deux aspects qui sont très importants dans ce monde alternatif du pays du bord de Tars en termes d'évolution, en fait, de densification. Qu'est-ce que je peux dire aussi Donc, en termes de relation avec le système ordinaire, donc là j'ai parlé des contacts avec la municipalité, du rôle des associations, je dirais
nationales ou internationales dans lesquelles les gens s'investissent. Aujourd'hui, il y a une liste qui s'est créée sur les régionales, il y en a une qui s'était créée sur les municipales. Donc, c'est aussi des voies d'action qui ne sont pas dédaignées, en fait, même si elles sont considérées comme ayant peu de chances d'avoir une incidence, mais en fait, c'est tenté aussi. Et là, je voudrais revenir sur ce pragmatisme, en fait. C'est-à-dire que pour ces personnes qui sont dans cette intention, vraiment dans des formes de réflexion politique collective, je dirais tout est bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dogmatisme sur les moyens d'agir. En fait, au fur et à mesure que les choses avancent, on va avoir des formes d'action politique extrêmement différentes. Il y a eu des camions qui ont été affrétés et envoyés à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Là, je parle de participation aux élections, de réflexion sur ce qu'est l'éducation qui conduit à la création d'une école alternative. Donc, il y a finalement une très grande variété des formes d'action politique, ce qui permet aussi à chacun, dans ce monde-là, de choisir les formes qui lui conviennent et peut-être aussi, il y a des formes de trajectoires de radicalisation qui sont possibles dans ce monde alternatif parce que justement, il y a des formes d'action politique qui sont très, très variées. Alors, dans les questions qui ont été posées, la question de la robustesse, donc à ce stade de l'étude, je ne peux pas répondre, en fait. Donc, on a un suivi dans le temps de ce monde alternatif, mais aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul pour que je puisse répondre. Ceci étant, peut-être que pour les personnes qui sont dans ce monde-là, ça n'est pas une question intéressante. Parce que la question de la pérennité, en fait, de la solidité, en tout cas, je ne l'ai jamais entendu aborder comme ça, puisqu'on considère que peut-être il faut que les choses commencent et peut-être elles vont s'arrêter, mais que si elles s'arrêtent, elles auront peut-être entre-temps rebondi ailleurs. Et donc, voilà, je crois qu'on ne cherche pas à faire du dur, en fait. On cherche plutôt à faire quelque chose de flexible et d'adaptatif. Et on considère aussi que chaque expérience est un endroit où on apprend et où on trouve le chemin, en fait. Voilà, donc voilà. Alors, sur la question du maillage, effectivement, est-ce qu'on est bien là devant un maillage? Est-ce qu'on est bien là devant des formes rhizomiques? Bon, là, il faut encore travailler pour aller un petit peu plus loin. Comment qualifier en fait ces formes de vie là? Au départ, je parlais de réseau, mais les personnes de ce territoire-là ne s'y reconnaissent pas. Ils ont refusé ce terme en fait. Pour eux, ça ne résonne pas avec leur vécu quotidien. Ils se sentent pas un réseau. En fait, je pense qu'ils se sentent plus une société qu'un réseau. Et finalement, ma première intuition quand je suis arrivée dans ce maillage, enfin dans cet endroit-là, ça a été vraiment de vivre dans une société différente. Parce qu'on peut y passer 3 semaines en n'ayant quasiment aucun contact avec le système ordinaire, en travaillant, en s'alimentant, en faisant la fête, en faisant tout un tas de choses pour lesquelles il y a ce qu'il faut dans le pays pour le faire sans qu'on ait besoin de retourner dans le système ordinaire. Donc, on commence à avoir une organisation sociale qui couvre quand même une très grande partie, en fait, des besoins sociaux, naturels qu'on peut avoir. Donc peut-être que c'est bien une société qui est en train de se créer là, enchevêtrée en fait dans le système ordinaire. Alors après maillage et sémage, pour moi on a des formes de vie sociale qui se connectent, qui s'interconnectent d'une multiplicité de façons. Les interactions se font à de très nombreux niveaux. Et en fait, donc d'où cette notion de maillage. Et en fait, on a bien un maillage et un essaimage, puisque dans cette structure, on va dire entre ces formes de vie sociale, circulent des gens qui vont venir s'installer, renforcer certains des points du maillage ou en créer d'autres, ou en créer hors en fait de ce monde alternatif. Dans la ferme des Gabirettes, qui est un des lieux qui reçoit le plus de woofers de ce pays du bord de Tarse, on a des gens aujourd'hui qui sont devenus paysans boulangers aux États-Unis. Il y a une personne qui a monté une ferme en permaculture en Martinique. Enfin voilà, ça va au-delà. Je crois qu'ils ont reçu en 15 ans 400 woofers. Et il y en a une bonne partie avec lesquels ils gardent des contacts aujourd'hui. Donc là, il y a un phénomène d'essaimage qui est, je crois, qui est assez important. Sur la question de l'anonymation,
Oui, je suis en train de me dire que sur la question du rhizome, je pourrais quand même peut-être préciser que ce qui pour moi évoque vraiment la notion de rhizome, c'est d'une part le fait qu'on a ce territoire du bord de Tarse, une centaine de kilomètres carrés, et on fait 20 kilomètres, il y a très peu d'alternatives, et on retrouve un autre cercle, une autre forme d'organisation alternative un peu plus loin. Ce que je disais dans ma présentation, les gens du pays du bord de Tarse identifient cet autre maillage à l'échelle du département. Et ces bulles, ces cercles, comme ils les décrivent, sont interconnectés et se consolident les unes les autres. Je trouve que ça évoque vraiment bien la notion de plateau, en fait, dans ce concept de rhizome. Et puis aussi le fait que, avec ces circulations de personnes et ce phénomène d'essaimage, chaque point de chaque lieu de ce monde alternatif finalement contribue à la densification, mais ça, c'est stimulé par un centre, en fait. Et le centre, c'est ce groupe d'une dizaine de personnes qui jouent un rôle d'impulsion qui est très important, sans être dans de l'autorité ou dans des rapports de pouvoir. On est dans des formes de leadership participatif, en fait. Et voilà, donc ça aussi, ça évoque pas mal la notion de rhizome. Et je finirai sur la question de l'anonymation. En fait, avec la méthode ethnographique qui est pratiquée, je vis avec les gens et en fait, j'ai une approche vraiment par l'expérience. Je ne suis pas en distance du terrain. C'est en partageant, en faisant l'expérience de l'activité, en fait, que la connaissance se crée. Bon, bien sûr, il y a un journal de recherche, il y a de la photo, enfin voilà, il y a une mise en distance qui s'opère quotidiennement, je dirais, vis-à-vis de cette expérience. Mais au moment où je suis avec les gens, je suis avec eux, je crée des liens avec eux, donc je rentre dans leur intimité. Et donc, ça m'ouvre beaucoup d'expériences. Et donc, ça peut être un risque pour les personnes que je viens voir de s'ouvrir. Et donc, ils sont tout à fait d'accord, en fait, pour que la recherche se fasse. On a beaucoup de discussions sur pourquoi faire de la recherche, quels sont les risques. Sur chaque terrain, il y a des discussions de cette nature. Et finalement, on arrive toujours à la conclusion que c'est très bien et ça peut aider, en fait. Ils sont demandeurs en termes de réflexivité et que ça peut aussi permettre de rendre visibles ces alternatives, mais la condition, c'est l'anonymisation. Donc, en fait, c'est une condition qui est posée pour m'ouvrir à cette intimité. Et je dirais que c'est pas très gênant parce que finalement, la dimension monographique dans les pistes, c'est un début. L'idée, c'est d'arriver quand même à une approche comparative et d'arriver à avoir une idée, de pouvoir rendre compte, en fait, de la diversité, en fait, hein, de ce monde-là et de ses modes d'évolution et voilà, et de ce qu'il est. Je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, je crois. Merci, Anne. Karim et Laurence? Moi, je veux bien réagir en premier. Je sais que Karim voulait réagir aussi, mais je voulais rebondir un peu sur ce que vient de dire Anne, quand elle ce qu'elle montre, enfin, c'est super intéressant, qu'il y a effectivement maillage et essaimage, que c'est bien articulé dans son terrain, mais ce que je dirais, la grande différence entre ce qu'elle observe et ce que nous, on a observé, c'est peut-être autour justement de ce qui fait commun ou de ce qui fait communauté, de ce rapport aux politiques ou d'une certaine conception du monde qui est assez homogène, on va dire. Je vais peut-être pas très bien le formuler, mais je vois un lien avec ce que Geneviève Pruvot disait hier, il me semble, du lien entre politique et religion, quelque part, la différence, je sais pas comment le formuler, désolée, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est central, qui fait qui les rassemble, et qui donne de la cohésion et qui fait que ça fonctionne bien ensemble, maillage et essaimage, alors que nous, dans notre cas, il n'y a pas quelque chose, un axe aussi fort, quoi. Et ça finalement, ça fait le lien aussi avec Alexis Roy, ce qu'il disait sur l'entre-soi. C'est marrant parce que c'est un point qu'on avait envisagé de mettre et finalement, voilà, on l'a pas développé. Mais effectivement, c'est une des choses qu'on avait envisagé que pour que le maillage prenne, en fait, il faut peut-être qu'effectivement il y ait cet entre-soi à un moment pour consolider une démarche, se l'approprier ou voilà. Donc
ouais, complètement d'accord avec cette idée-là et que peut-être, enfin, c'est une des conditions, quoi, qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait quelque chose une idée commune avant de pouvoir s'aimer. Voilà, enfin, après, je peux peut-être répondre sur d'autres choses, mais je vais peut-être laisser Karim qui voulait aussi répondre. J'y vais. Bon, et on peut être partagé parce que j'ai envie aussi de discuter sur le cas d'Anne et ce qu'elle a dit. Et dans la discussion de Alex, bon, pour moi, il y avait un peu deux parties. Il y avait une première partie qui interrogeait un petit peu les types de maillage et d'essaimage. Un petit peu méticuleusement. Et puis il y a une deuxième partie où tu es allé sur des questions un peu plus transversales. Et du coup, moi, je privilégierais d'aller sur ces questions parce que justement, c'est des questions auxquelles j'ai pas vraiment de réponse. Donc, je me dis, peut-être c'est des bonnes questions. Donc, je les rappelle. Moi, je trouve très, très bonne la question, mais finalement, quelles sont les raisons qui motivent au maillage? Les gens qui veulent mailler, parce que je me pose bien cette question aussi. D'autant plus que la seule chose que j'ai à dire là-dessus, c'est ce que j'observe, c'est qu'un certain nombre d'acteurs qui souhaitaient un certain maillage, avec réflexivité après, s'aperçoivent que c'est sans doute pas ce qu'ils auraient dû souhaiter. Et sans doute pas là où ils auraient dû mettre leur force. Donc je trouve que la question est bonne, d'autant plus si on joue les partisans de l'essaimage comme j'y ai été incité par mon terrain. Donc moi je trouve la question très bonne. Ensuite, l'autre question que je trouve bien aussi, c'est est-ce que ces deux mondes dialoguent? Je ne sais pas non plus répondre à cette question, mais par contre, ça m'a amené à me poser la question, comme Laurence, on en discutait du coup avec Laurence, de en quoi les écosystèmes avec des humains dedans auxquels nous on a eu affaire diffèrent des écosystèmes du cas de Anne en fait. Je me suis posé cette question en fait. Est-ce que c'est cela qui fait la différence? Et du coup, j'ai pas de raison, mais je pense que j'ai été intéressé par la réponse d'Anne, notamment sur les questions d'ontologie. Elle parle d'une ontologie relationnelle. Donc moi, je connais pas les ontologies et je sais pas comment elles se caractérisent, mais je pense qu'effectivement, il y avait une moindre ontologie relationnelle entre les personnes, par exemple, de mon terrain. Et par contre, il y avait peut-être des ontologies, donc je sais pas si ça se dit, mais plus traditionnelles, c'est-à-dire des personnes qui étaient plus dans une continuité par rapport à de là où ils venaient. Qui peuvent être aussi des néo-ruraux qui comprennent rien à l'endroit où ils habitent, mais où il y a une lisibilité de leur ontologie, j'allais dire. Moi, ça me ramène aussi, ces questions d'ontologie, un petit peu à Marx et à la question de l'intelligence d'une situation concrète. Je pense que peut-être ce qui différencie aussi nos écosystèmes et nos collègues avec qui on a passé du temps dans nos terrains, c'est aussi que les formes d'intelligence des situations concrètes et ce qui est concret pour eux, donc ça ramène aussi à la question des aspects sensibles, peut-être diffèrent entre ces deux communautés. Voilà. Super. Merci beaucoup pour ces échanges. Alors, je suis un petit peu tiraillé parce que je vois qu'il y a quelques questions qui ont été également. Claire, tu veux. Enfin, il y a quelques questions qui ont été posées sur le chat et on avait quand même prévu de se faire une petite pause avant d'entamer la dernière session. Du coup, là, mon regard se porte vers Jean-Michel. Non, mais on peut prendre encore, parce que la dernière session, on peut, si elle se décale un peu, ça prendra sur le temps de discussion générale, mais on peut la voir ici, puisqu'il y a plusieurs questions qui sont posées, aussi bien sur les deux cas, à Laurence et à Anne. Donc peut-être le chat est assez dense là. On peut prendre le temps d'aborder ces questions. 10 minutes. Donc, je prends la parole? Ouais. Okay. Si tu veux, tu as vu, il y avait plusieurs questions. Kala aura la dernière. Geneviève Pruvot et Claire Brosseau. Voilà. Oui. Bon, alors, sur la question du survivalisme, celle-là, c'est très rapide. En fait, il y a un lieu qui a tendance survivaliste sur ce pays, mais il est clairement pas sur l'extrême droite. Pas du tout. En fait, il est plutôt sur la tendance libertaire, autogestionnaire. Voilà. Donc, et je pense que il y a une limite et une frontière effectivement très nette avec l'extrême droite. Ceci étant, le dialogue est toujours recherché, ce qui est assez surprenant, c'est-à-dire que il y a eu des moments sur certaines actions de désobéissance civile
des contacts avec des personnes vraiment plutôt marquées sur l'extrême droite et on cherche quand même à discuter. Mais voilà, voilà. Donc ça sur la question du survivalisme. Alors quelqu'un me dit à un moment donné pays imaginaire. En fait, non, pour moi, c'est pas du tout imaginaire. Hein. C'est un pays qui existe en fait. C'est-à-dire ce que je décris et a quand même été, comment dire, observé avec 4 mois d'immersion longue, 30 entretiens. Et ce que je vous ai présenté, hein, il y a eu un article en fait d'une vingtaine de pages écrit. Il a été présenté en fait à tous les gens qui ont été interviewés et avec un retour, je dirais globalement très positif de ces personnes-là. Donc, pour moi, c'est pas imaginaire. Et puis en plus, ça résonne avec d'autres lieux, d'autres territoires sur lesquels je suis passée. Et le travail, par exemple, qu'a fait Geneviève Pruvot sur Valonde est aussi quand même assez résonnant avec ce que j'ai pu observer sur le pays du bord de Tarse. Alors après, sur la question des trajectoires des personnes, là, je crois que je ne peux pas répondre en 1 minute. C'est une question qui est trop complexe. Bon, j'ai dit que c'était plutôt des néo-ruraux. Sur les personnes qui sont en circulation, Agnès Deschazes en a dit quelques mots hier, on a des trajectoires de personnes qui cherchent en fait l'émancipation dans la majorité, c'est-à-dire qui se mettent en route avec l'idée que la vie dans le système ordinaire ne leur convient pas, à minima, et qu'elles doivent trouver d'autres modes de vie, mais souvent aussi avec l'idée qu'elles souhaitent en fait se positionner et amener leur pierre dans les transformations sociales, ne sachant pas comment faire, et donc elles vont venir chercher en fait, je dirais, une puissance d'agir politique. Ça peut être un motif, et puis ça peut être aussi l'urgence en fait à sortir de situations psychologiques difficiles. J'ai rencontré par exemple beaucoup de personnes qui sont des travailleurs sociaux dans ces woofers et qui sont dans des situations de tension intérieure, de dissonance cognitive extrêmement forte, prises dans des injonctions paradoxales en fait, hein, entre l'aggravation des inégalités sociales, l'augmentation de la pauvreté et donc le besoin d'intervenir de plus en plus fort et au contraire des moyens donnés par les pouvoirs publics qui sont de moins en moins à la hauteur quelque part et aussi des modes de travail qui ne leur permettent pas de faire ce qu'elles auraient à faire. Voilà. Donc on va trouver aussi ce type de trajectoire. On peut trouver des gens des classes sociales moins favorisées. J'ai en mémoire, par exemple, une personne qui était ouvrier et qui est devenue chevrier. Mais on va trouver quand même globalement quand même beaucoup de bac+4 et bac+5. Voilà, de gens qui ont quand même fait pas mal d'études. Voilà, des femmes, des hommes. Voilà, plutôt d'origine urbaine, mais souvent ces personnes racontent que dans l'enfance elles étaient en contact, où elles avaient des grands-parents qui avaient des jardins, où elles allaient à la campagne. Donc il y a quand même souvent eu pour les personnes qu'on trouve dans le woofing ou dans le pays du bord de Tarse un contact prolongé et assez précoce avec la nature. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, l'article dont je parle, en fait, il a été présenté en colloque, mais il n'est pas publié encore. Et donc, on est encore en train d'y travailler. Et donc, voilà, pour l'instant, je peux pas le transmettre, mais d'ici quelques mois, ça sera possible. Merci, Anne. Et Karim et Laurence, vous aviez aussi une question d'Emma, là, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux. Ouais. Oui, j'étais en train d'y répondre sur la conversation pour pas prendre le temps. Mais c'est vrai que bon, c'est une très très bonne question, mais pas facile de répondre. Hein. Voilà, c'est des choses peut-être qu'on pourrait inclure dans notre analyse. Après, voilà, comme je le dis, quand on observe tout notre défi, c'était qu'est-ce qu'on peut dire du maillage de l'essaimage dans des situations où finalement c'est pas si visible, c'est c'est fragile, c'est noyé dans voilà, des tas d'autres, enfin, dans la société globale, enfin, je sais pas comment dire. On n'a pas, ouais, c'est des associations ou des acteurs proches effectivement des institutions, des habitants de quartier. Il n'y a pas quelque chose qui les distingue, qui les unit, qui fait cohérence et qui fait qu'il y a une logique très très forte derrière. Donc, ouais, c'est ça qui est compliqué.
Alors moi, j'ai juste un élément de réponse très étroit, hein, précis, donc qui n'est pas sur l'ensemble de votre question, mais vous soulevez la question. Alors, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais je vais quand même répondre parce qu'on a un petit truc à dire sur densité, reproductibilité. Alors moi, je voulais juste dire que, donc du coup, je fais un peu de la place pour les terrains très ruraux sur lesquels j'ai travaillé, très peu denses, parce que justement, on est allé chercher sur les expérimentations SME le critère de densité de population. Et je voudrais juste pointer qu'on s'est aperçu qu'il y avait une très forte variabilité de l'impact des choix des techniques participatives en fonction de la densité. C'est-à-dire que des techniques qui marchaient assez bien quand on arrivait à une densité pas trop basse, marchaient beaucoup moins bien dans des territoires à faible densité. Donc derrière, on est allé regarder la question de la fragmentation du territoire géographique. Voilà, donc je pense que c'est une piste en termes de reproductibilité qui est un facteur. Donc là, je retourne aux basiques géographiques, mais voilà. Sur la densité aussi, peut-être que ce qu'on disait, c'est le terrain de l'Ardèche qui a peut-être une plus forte densité d'expérience, et pas qu'une densité d'acteurs et géographique, mais une densité d'expérience et d'initiative. Je ne sais pas si Claire, tu aurais des choses à dire, toi? C'est un petit peu ce qu'on suggérait. Alors, je veux bien essayer, mais je pense que le son est encore pire qu'hier, parce que là, je suis chez moi. Non, bon. Non, ce que je voulais dire simplement, enfin, oui, il y a une densité assez forte. En même temps, il y a aussi des dynamiques institutionnelles et des défauts des minutes de portage politique de ces questions qui sont très forts aussi. Donc, la réponse est aussi complexée par ça. Par contre, je voulais revenir sur la question d'Alex sur les deux types de mouvements et de dynamiques plus radicaux versus plus institutionnalisés dans l'associatif et citoyen. En fait, c'est assez variable entre les quatre terrains. On n'a pas pu rentrer dans le détail, mais par exemple, dans le cas de l'Ardèche, l'un des réseaux co-animateurs de dispositifs avec moi, c'est un réseau qui regroupe 60 collectifs informels ou plus formels autour de l'environnement, de l'éducation environnement. Donc, il y a de tout, en fait, justement, et ça se veut un peu bizarre. On aura un autre cas de figure sur Montsartou, il y a moins ces mouvements radicaux, donc c'est difficile là aussi, c'est très fort, c'est à contextualiser et à historiciser en plus, ça aussi, par rapport à cette question du mariage, c'est important de historiciser les choses pour passer les dynamiques intérieures que nous avons dit. Voilà, non, rien de plus à ajouter. Dans les conditions techniques que j'ai aussi. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie chacune et chacun. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Alors, je vous propose qu'on fasse 12 minutes pour reprendre à 15 heures pile. Donc, pour les fumeurs et fumeuses éventuelles, il faut descendre plus vite les marches. Mais voilà, je ne sais pas si on est nombreux et nombreuses à être concernés. Eh bien, à tout à l'heure.